on a engagé les États à s'intéresser aux questions liées au terrorisme. Et nous, administration des douanes, je rappelle que l'Organisation mondiale des douanes comprend 183 administrations. Nous avons pris en 2015 la résolution dite celle de Punta Cana. Et cette résolution qui engage les administrations des douanes à inscrire le mandat sécuritaire dans leurs actions et dans leurs fonctions. Le coordonnateur l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas y avoir de développement. Il ne peut pas y avoir de collecte de recettes. D'où l'importance donc, de tenir en compte les questions qui relèvent de la sécurité. Et dans le cadre donc, de cet ouvrage-là, j'ai fait un peu le tour d'horizon de la galaxie des groupes djihadistes. M. Bakary Samb, qui connaît ces questions mieux que moi, l'a rappelé tout à l'heure. On a essayé de voir qui était sur place, avec quelles multinationales ces groupes-là étaient affiliés, à l'État islamique ou à Al-Qaïda. Nous nous sommes efforcés également de voir quelles étaient les sources de financement de ces groupes. Et nous avons fait une classification en tenant compte des sources internes, des sources qui venaient d'ailleurs, mais on a évolué également vers les sources externes, parce que les groupes terroristes vivent actuellement de l'économie réelle. Ils vivent du business des otages, ils vivent des impôts locaux qu'ils perçoivent sur des opérateurs, ils vivent des activités liées à la transformation des produits halieutiques, comme c'est le cas dans les bassins frontaliers du lac Tchad. Donc il y a un repositionnement de ces groupes terroristes-là, parce qu'à un moment donné, la communauté internationale a cherché à couper les sources de financement externe. Il fallait maintenant, à ces groupes-là, pour se réinventer, essayer de trouver localement des sources de financement qui leur seraient propres. Donc, en dehors de ces sources de financement, nous avons étudié les modes opératoires. Barkaba en parlait. On est parti des modes opératoires dont l'impact était énorme, mais qui nécessitaient également des moyens financiers assez importants. Et on a évolué vers des formes, des modes opératoires qui ne demandaient pas un coût financier élevé, mais dont l'impact était énorme. Donc ce sont ce qu'on appelle les attaques de type loup solitaire. On a passé en revue les différents modes opératoires. À côté donc des sources de financement, nous nous sommes intéressés dans cet ouvrage-là à la question de l'armement. D'où venaient ces armes qui circulaient dans l'espace sahélien? Ces armes venaient des trafics entre deux pays, donc des trafics terrestres. Ils venaient de la Libye parce qu'en 2011, il y a eu la déconfiture libyenne et beaucoup de Touaregs qui avaient quitté le Niger et le Mali pour prêter main forte aux brigades de Kadhafi sont retournés vers le Nord Mali, vers le Niger, avec des armes et des équipements de guerre. C'est également un moyen par lequel les groupes djihadistes sont arrivés à se procurer des armes. En dehors de ces deux formes, il y a aussi la fabrication artisanale. Parce que dans des pays comme la Côte d'Ivoire, des études, notamment celles de l'ONG ACLID, ont montré que les armes qui étaient sorties des manufactures locales étaient encore beaucoup plus importantes que les armes issues des trafics entre les pays. Donc c'est une donnée qu'il faut prendre en compte dans les éléments d'appréciation. Donc en dehors de ces sources de financement, des modes opératoires, j'ai oublié aussi de parler de la question de l'orpaillage, qui est un problème extrêmement important, qui est une source aussi de financement du terrorisme. Et je cite dans mon ouvrage un rapport qui a été publié par le gouvernement du Faso, qui a montré qu'en 2016, 70 milliards
de francs CFA étaient tombés dans l'escarcelle des groupes djihadistes qui sévissent dans le nord du Burkina. Donc, nous nous sommes intéressés donc dans la première partie de cet ouvrage-là à toutes ces questions-là, pour essayer de comprendre le phénomène. C'est une des raisons qui m'ont poussé à écrire cet ouvrage-là. Donc, c'est une raison purement professionnelle. L'autre raison, elle est personnelle. Parce que quand on a été à Bruxelles pour participer à des travaux, à des réunions, et je l'ai dit au cours de l'entretien que M. Sadakan, ici présent, m'avait accordé, j'ai rappelé que toutes nos réunions statutaires, on les commençait par observer une minute de silence pour honorer la mémoire de nos collègues qui étaient tombés du fait des engins explosifs improvisés. Donc, il nous fallait voir, moi je me suis posé la question de savoir quel était le problème. Et de fil en aiguille, j'en suis donc arrivé à produire le document qui nous réunit aujourd'hui.